Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer à la deuxième vidéo de nos tutoriaux Python. Cet épisode va être consacré aux variables et comme il y a beaucoup de choses à dire, on va se focaliser aujourd'hui sur les bases. On aura d'autres vidéos sur lesquelles on va revenir sur le sujet pour l'approfondir. Ici, on va commencer par expliquer brièvement ce qu'est une variable. Ensuite, nous verrons différents types de variables, des opérations sur des variables. On va aussi voir comment lire des valeurs entrées par l'utilisateur dans le terminal. Et pour finir, nous allons écrire un programme qui va lire deux chiffres entrés par l'utilisateur et retourner la somme de ces deux chiffres. Et maintenant, passons aux explications. Pour ce tutoriel, j'ai créé un nouveau dossier en local que j'ai appelé tuto2 et là-dedans, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler variable.py. D'ailleurs, quand j'aurai fini ce tutoriel, je vais mettre ce code sur GitLab et je vous ajouterai le lien en description, comme ça vous pouvez télécharger le code et suivre pas à pas ce qu'on a fait dans la vidéo. Bon, essayons tout d'abord d'expliquer ce qu'est une variable. Vous pouvez vous représenter une variable comme une boîte qui va contenir quelque chose et qu'on va étiqueter afin de savoir ce qui est rangé à l'intérieur. Ici, cette boîte, elle va contenir des valeurs, donc des chiffres, des lettres, des mots ou autres. Alors, j'en conviens, cette explication est très simpliste et très réductrice, mais pour une introduction, elle suffira amplement. Donc, pour créer notre première variable, il nous faut un nom. Ici, je vais l'appeler premier nombre. Donc, on tape simplement premier nombre dans notre fichier Python. Et maintenant qu'on a le nom de notre variable, il faut y stocker quelque chose. Donc, on va simplement dire est égal à, et comme on veut stocker un nombre, on va taper par exemple 13. Et voilà, en fait, c'est tout. On vient de créer notre première variable dont le nom est premier nombre et qui a été assigné avec la valeur 13. Maintenant, si je veux afficher le contenu de cette variable, on peut utiliser l'instruction print, comme lors du premier tuto. Et on fait donc un print, premier nombre. Et si on exécute ce code, vous voyez dans le terminal le chiffre 13 s'afficher. Avant de continuer, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour regarder ce code de plus près, car il y a plusieurs choses à dire. La première chose de laquelle j'aimerais parler, c'est le nom que j'ai donné à ma variable. Comme vous pouvez le voir, j'ai donné un nom assez descriptif, donc c'est le premier nombre qu'on a créé dans ce fichier, et j'ai séparé les deux mots par un underscore. Donc ce n'est pas une coïncidence. En fait, ici, je respecte des conventions de nommage Python. Et ces conventions de nommage, vous pouvez les retrouver sur le site python.org. Je vous laisserai le détail du lien dans la description. Et là, si on scrolle à Function and Variable Names, ce qui est marqué ici en anglais, c'est que les noms de fonctions et les noms de variables devraient être composés de mots en minuscules séparés par des underscores. Il est aussi très important de se rappeler que les variables en Python sont case sensitive. Donc si vous avez premier nombre écrit en petit et que vous déclarez une deuxième variable premier nombre écrit en grand, ce ne sont pas les mêmes variables. Donc là, par exemple, si j'essaie de faire un print de premier nombre avec un grand P, donc vous voyez déjà que Visual Studio Code n'est pas content. Et si je lance le code, vous voyez une exception. Premier nombre is not defined, donc il n'existe pas. Et l'interpréteur me demande tout de suite, est-ce que tu voulais pas plutôt dire premier nombre avec un petit p? Et attention, ici je ne parle que de fonctions et de variables. Il y a bien entendu d'autres éléments qui vont avoir d'autres conventions de nommage. Mais on y reviendra le moment venu. Et la deuxième chose de laquelle j'aimerais parler ici, c'est cette partie de droite de cette expression. Donc le égal 13. Ce que l'on fait ici, c'est ce que j'avais dit juste avant, on fait une assignation, on assigne le nombre 13 à la variable premier nombre. Bien, en fait, ici, on voit également une particularité de Python. On n'a pas dû indiquer préalablement à Python que la variable premier nombre allait contenir un nombre. Il l'a déduit par lui-même de par ce qu'on a inséré dans cette variable. Donc là, si on fait un print de type, parenthèse ouverte, premier nombre, parenthèse fermée, vous allez voir quel type Python a inféré de par ce qu'on a inséré dans cette variable. Et là, vous voyez, donc ignorez la partie classe, on y reviendra dans les prochains cours, mais vous voyez, c'est une variable du type int, qui veut dire integer, traduit en français, ça veut dire donc un nombre entier. Il existe différents types de variables que vous pouvez utiliser en Python, et aujourd'hui on va en voir quelques-uns. On va voir les nombres entiers, comme on l'a vu maintenant, on va voir les nombres décimaux, on va aussi regarder comment stocker du texte, et pour finir, on va aussi regarder en vitesse les variables booléennes, donc les variables qui vont contenir des valeurs vraies ou faux, donc en anglais true, false. Passons maintenant au deuxième type de variable dont je voulais parler aujourd'hui,
les nombres décimaux. Donc pour cela, on va créer une deuxième variable qu'on va appeler deuxième underscore nombre. Et on va y assigner 32,54. Et pour vous montrer la différence entre le premier nombre et le deuxième nombre, donc on avait déjà imprimé le premier nombre et on avait vu que son type, donc le type de la valeur 13 était int, et bien cette fois-ci, on va imprimer le deuxième nombre et le type du deuxième nombre. Sauvegarde, on lance ça. Et là, vous voyez, la valeur 32,54 est bien imprimée et nous avons le type qui est égal à float. Float qui ne veut dire rien d'autre que valeur à virgule flottante, donc en bref un nombre décimal. Pour stocker du texte, on va créer une nouvelle variable, premier texte, et là, les textes doivent être entre apostrophes ou entre guillemets. Donc là, par exemple, je vais utiliser des apostrophes et je vais écrire Hello World, mais j'aurais aussi pu utiliser des guillemets, donc créer une deuxième variable, deuxième texte, on va utiliser des guillemets, et là je vais écrire aujourd'hui. Là vous voyez, j'ai pu utiliser une apostrophe à aujourd'hui, chose que je n'aurais pas pu faire dans l'exemple précédent, car l'apostrophe aurait terminé la chaîne de caractères. Si on aurait voulu taper un apostrophe ici, on aurait pu le faire, mais on aurait dû faire quelque chose dans le genre \apostrophe, ce qui rend le code aussi un peu moins lisible. Là, c'est une affaire de goût, utilisez les guillemets ou les apostrophes selon ce qui est utilisé dans la base de code, là où vous travaillez. Et là, on peut aussi imprimer le premier texte et le type du premier texte. Et je vais faire un copy-paste, on va faire directement la même chose pour le deuxième texte. Et vous voyez sans surprise que les deux textes sont du type str, donc string, qui veut dire chaîne de caractères en anglais. Pour finir, le dernier type duquel j'aimerais parler aujourd'hui, ce sont les variables booléennes. Donc ces variables ne peuvent avoir que deux valeurs, ou bien vrai ou faux. Donc là, on va en créer une première, donc premier booléen. Et ici, on va simplement dire que c'est égal à true, donc vrai. Et je vais directement créer un deuxième booléen avec la deuxième valeur possible, donc false. Et là, si j'imprime l'un des deux, donc print premier booléen et je print aussi le type du premier booléen. Quand on lance tout ça, vous voyez que le type est bool pour boolean en anglais. Maintenant qu'on a vu les types de valeurs desquelles je voulais parler aujourd'hui, je vais passer aux opérations qu'on peut effectuer sur ces variables. Donc déjà, je vais rajouter quelques commentaires à notre code. Un commentaire en Python, ça s'écrit en commençant par un hashtag. Donc hashtag, ici c'est la section où on a parlé des variables, donc les variables de base. Comme vous aurez le code à disposition, je vais aussi vous marquer à chaque fois en commentaire quel type de variable nous avons ici. Donc là, nous avons le type int, c'est un nombre entier. Là, nous avons une variable du type float, donc un nombre décimal, puis deux fois un string, des chaînes de caractères, donc là c'est la même chose. Et puis nous avons des booléens, donc bool, et c'est simplement une valeur booléenne qui contient l'une des deux valeurs, vrai, faux. Je vais enlever ces prints, on n'en aura plus besoin. Et là, on va passer aux opérations. Il faut savoir qu'il y a plein d'opérateurs, et je ne vais pas tous les couvrir ici. À la place, je vais vous mettre un lien dans la description avec une liste de tous les opérateurs que vous pouvez utiliser. Ceci étant dit, regardons tout de même comment les opérations fonctionnent en Python. La première opération que je vais vous montrer, c'est le fait qu'on peut réassigner des valeurs à une variable. Et aussi que cette réassignation peut être faite avec n'importe quel type. Donc par exemple, si je prends notre variable premier nombre, je peux à tout moment dire, voilà, non, ce nombre, il va finalement être un string. Donc là, j'ai mis le 13 entre guillemets, donc en fait, ce n'est plus un chiffre, ce n'est plus un nombre, c'est une chaîne de caractères. Et vous le voyez en imprimant le type de cette variable. Donc si je fais un print type premier nombre, et qu'on lance tout ça, vous voyez qu'il est du type string maintenant. J'aurais aussi pu écrire hello world dedans ou toute autre chose. Mais en tout cas, cette réassignation n'est pas contrainte par le type de la variable qu'on a assignée lors de la première initialisation de la variable. On dit d'ailleurs que Python est un langage dynamiquement typé, ce qui veut dire que le type est déterminé pendant l'exécution du programme. Et on ne regarde pas le type de la variable, mais bien le type de la valeur qui est dans cette variable. Mais bon, comme je veux utiliser ce premier nombre plus tard, effaçons ça et faisons maintenant un premier calcul. Donc je vais appeler le résultat première somme, et on va simplement faire premier nombre plus deuxième nombre plus 24. On va imprimer le résultat,
Oh, pardon, j'ai pris la mauvaise variable, donc pas premier nombre, bien entendu, mais première somme, c'est ça que je vais imprimer. Et là, si on exécute le code, vous voyez bien le bon résultat, donc 69,54. Ok, j'en entends déjà certains grincer des dents. Non, ce qui est affiché, c'est 69,53999999. Petite explication, en fait, comme vous le voyez, on a additionné un nombre entier avec un deuxième nombre qui était de type float, plus un deuxième nombre entier. Et en fait, Python va automatiquement tout convertir en float et additionner tout ça. Et il faut savoir que les floats sont stockés d'une manière assez particulière sur votre ordinateur. Ce sont en fait des approximations des différentes valeurs. Et du coup, quand on additionne toutes ces approximations, des fois, on tombe sur un chiffre qui est très proche du résultat, mais qui n'est pas précisément le résultat attendu. Mais bon, normalement, si on est intéressé par les deux premiers chiffres après la virgule, on aurait fait un arrondissement de la valeur et on aurait bien eu le bon résultat. En bref, le point important ici est de savoir que ce genre de choses vont arriver quand vous travaillez avec des floats, mais de ne pas paniquer. Si vous avez un résultat qui est extrêmement proche du résultat auquel vous vous attendez, c'est que vous n'avez probablement pas de bug dans votre code, mais que c'est juste une affaire de précision de ces nombres flottants. Maintenant, passons à un deuxième calcul, juste pour vous montrer. Vous n'êtes pas limité aux multiplications, mais vous pouvez aussi avoir des multiplications, divisions ou autres. Donc là, je vais faire première multiplication est égale à première somme fois 2. On va imprimer le résultat de cette première multiplication. Et vous voyez donc 139,08 en tant que résultat. Là, je vous ai montré une addition et une multiplication. Bien entendu, vous pouvez utiliser toutes les autres opérations arithmétiques. Si vous voulez avoir le détail de la syntaxe, suivez le lien que je vous ai mis en description. Et ici, on va plutôt passer aux opérations sur les chaînes de caractères. Alors, regardons ce que fait une somme de deux chaînes de caractères. Somme de texte est égale à premier texte plus deuxième texte. On va imprimer, print somme de texte, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, on a concaténé les deux chaînes. Donc, on a Hello World aujourd'hui ensemble, sans espace entre les deux. Donc, effectivement, simplement les deux strings collés côte à côte. Maintenant, si on veut avoir un espace entre les deux, on aurait pu aussi simplement rajouter un espace avec un plus à chaque fois. Donc, premier texte plus guillemets ouvert, espace guillemets fermé, plus deuxième texte. Et là, si on réimprime le tout, on voit Hello World, espace aujourd'hui. Chose amusante, on peut aussi multiplier un texte avec un chiffre. Donc, multiplication de texte est égal à, je vais faire 3 fois premier texte. Et là, si on imprime tout ça, vous voyez qu'on a Hello World 3 fois accolés l'un à côté de l'autre. En revanche, si on essaye de faire une somme de texte avec un chiffre, somme de texte plus chiffre, et on va dire est égal à premier texte plus premier nombre, et qu'on imprime là aussi le résultat, vous voyez que ça ne marche pas. Là, Python nous dit, attention, on ne peut pas concaténer un string avec un integer, donc avec un nombre. Ne vous en faites pas, on va voir par la suite comment convertir des nombres en des chaînes de caractères afin de pouvoir les additionner tout de même et former des textes complexes avec différents types de variables. Laissons donc ça de côté pour un peu plus tard et passons maintenant aux opérations sur nos booléens. Il y a trois opérations qu'on peut faire sur un booléen. La première chose est de vérifier si deux valeurs sont vraies. Pour cela, on va créer une nouvelle variable. Donc, premier et deuxième booléen. Et là, on va simplement faire premier booléen and deuxième booléen. Et donc là, le résultat va être true si et seulement si les deux booléens sont à true. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc si on imprime le résultat, qu'on sauvegarde et qu'on lance tout ça, vous voyez qu'on a bien le résultat à false. Si en revanche, je remplace la valeur du deuxième booléen à true et que je relance le programme, vous voyez, on a true. Je la remets à false. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est un ou, donc or en anglais, premier ou deuxième booléen. Et là, on va simplement taper premier booléen or deuxième booléen. Et là, à partir du moment que l'une des deux valeurs est à true, le résultat sera true. Donc là, true ou false devrait nous donner le résultat true. Voilà. En revanche, si les deux sont à false, vous voyez que le résultat est false.
La dernière opération qu'on va voir, c'est le note qui va simplement nous retourner le contraire de la valeur booléenne. Donc, note premier booléen, et je vais simplement faire note premier booléen. On va imprimer cela, et vous voyez bien, le premier booléen est à true, donc le résultat de notre premier booléen est false, et si je mets le premier booléen à false, on obtient le résultat true. Je vais ici aussi ajouter quelques commentaires. Voilà, et maintenant, on va passer en vitesse aux comparaisons. On peut utiliser différents opérateurs de comparaison en Python. Je vais vous en montrer quelques-uns. Tout d'abord sur les nombres qu'on a définis. Ensuite, je vais vous montrer aussi les comparaisons de texte. Créons à nouveau une nouvelle variable. Comparaison nombre 1 et 2 est égal à... Et là, on va prendre le premier nombre. Et on va regarder s'il est plus grand que le deuxième nombre. On imprime cette comparaison. Et donc, le premier nombre est 13, le deuxième est 32,54. Le premier nombre n'est donc pas plus grand que le deuxième nombre, et vous voyez ici le résultat false. Maintenant, on peut faire la même chose avec plus petit ou égal, par exemple. Donc, est-ce que le premier nombre est plus petit ou égal au deuxième nombre? Oui, il est plus petit. Donc là, on devrait avoir true. Et on peut également comparer l'égalité en utilisant deux fois le symbole égal. Donc, premier nombre égal deuxième nombre. Et ce ne sont pas les mêmes, donc on reçoit false. En revanche, si je mets tous les deux à 13 et qu'on relance le programme, là vous voyez on a bien true, les deux nombres sont les mêmes. Laissez-moi juste changer le code afin que vous ayez les trois comparaisons dans le fichier. Nombre 1 plus petit que 2, plus grand ou égal à 2, nombre 1 égal à 2, donc là c'est le égal. Et puis je vais vous rajouter aussi la comparaison pour voir si deux nombres sont différents. Donc nombre 1 différent de nombre 2. Et là, pour vérifier si le premier nombre est différent du deuxième nombre, on va devoir utiliser un point d'exclamation égal, qui signifie donc différent. Si on imprime donc nombre 1 différent de nombre 2, comme on a mis les deux à 13 il y a un instant, si je lance ça, on reçoit false. Si en revanche, je mets le deuxième nombre à nouveau à, je sais pas moi, 24,34, et qu'on relance le code, là on a bien true, les deux nombres sont différents l'un de l'autre. À savoir que ces comparaisons peuvent aussi être effectuées sur des chaînes de caractères. Donc, par exemple, si je veux comparer le premier texte au deuxième texte et voir s'ils sont différents l'un de l'autre, premier texte différent deuxième, eh bien il suffit que je fasse premier texte, différent, donc point d'exclamation égal deuxième texte, et si on imprime cela, comme les deux textes sont différents, vous voyez qu'on a true. Si jamais on écrit deux fois Hello World, on obtient le résultat false. Et si on veut comparer si les deux textes sont égaux, donc premier texte égale deuxième texte, il suffit de faire premier texte égal deuxième texte. On peut imprimer cette variable, donc là on a mis les deux textes à Hello World, on va avoir true. Et maintenant, si je remets notre deuxième variable texte à aujourd'hui, on obtient bien le résultat false. Et voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer avec les opérateurs dans ce premier tutoriel. Bien entendu, vous aurez donc le lien dans la description pour trouver tous les autres opérateurs qui pourront vous être utiles. Notez aussi que si vous voulez faire des calculs un peu plus complexes, vous pouvez aussi utiliser des parenthèses, bien entendu, pour regrouper les parties de vos équations qui doivent être exécutées en premier. Passons maintenant en vitesse aux conversions. Donc je rajoute à nouveau un petit commentaire. Les conversions. Et là, je vais passer très vite là-dessus. Donc imaginons, vous avez un premier nombre décimal. Donc nombre décimal est égal à 12,43. Si j'imprime le type du nombre décimal, vous voyez que c'est bien un float. Et imaginons que maintenant je veuille le convertir en entier. Nombre entier est égal à, et ben je vais simplement faire int et donner la variable en question, nombre décimal. On imprime le nombre entier qu'on vient de générer et on imprime aussi le type de ce nombre. Et vous voyez qu'on a généré donc le chiffre 12 et que c'est un chiffre du type entier. Donc la conversion s'est bien passée. Maintenant, on peut le reconvertir en nombre décimal. Nombre décimal 2 est égal à float nombre entier.
Maintenant, imprimons le nombre décimal 2 et le type du nombre décimal 2. Et vous voyez, ce nombre décimal 2 est maintenant à 12.0 et il est bien du type float. Ce qui va aussi nous intéresser maintenant, c'est imaginons qu'on a un texte qui contient un chiffre. Donc par exemple, nombre texte est égal à, et je vais le mettre à 12. Eh bien, si on veut obtenir une valeur entière avec laquelle on puisse faire un calcul, on peut simplement faire, donc nombre entier 2 est égal à int du nombre en texte. Et vous voyez, si on imprime ce nombre entier 2, qu'il a maintenant le nombre 12 et qu'il est du type entier, comme on le voulait. Nous pouvons aussi faire le contraire, donc nous pouvons convertir un nombre entier ou décimal en texte. Donc nombre décimal en texte est égal à, et là on va simplement faire str pour string, nombre décimal, on imprime tout ça, et vous voyez maintenant qu'on a 12,43 en tant que string, donc en tant que chaîne de caractères, et non plus en tant que nombre. Donc ça c'est pratique, parce que si maintenant on décide de rajouter du texte à cela, donc si là je mets un espace et je dis « et ton nombre », si on imprime cela, on arrive à faire la concaténation de ce nombre décimal avec notre chaîne de caractères et ton nombre, et on a bien les deux chaînes de caractères concaténées. Chose que si on essaye de le faire sans passer par une conversion en string, regardez, ça ne marche pas. Bien entendu, quand vous convertissez un texte en nombre, vous pouvez aussi faire des opérations. Donc par exemple là, notre nombre entier 2, je peux y rajouter un chiffre quelconque, donc 34 par exemple. Et si on imprime ce chiffre, vous voyez qu'on a bien la somme de 12 et de 34, et que celle-ci est bien entendu un nombre entier. Et voilà, c'est déjà tout ce que je voulais vous montrer pour les conversions également. Maintenant, on va passer à la partie exercice qu'on s'était fixé aujourd'hui. Et donc, on va voir comment lire du texte que notre utilisateur va entrer au clavier et comment ensuite lui donner le résultat de la somme de deux chiffres qu'il aura entrés. Effaçons d'abord les prints, je mets un petit commentaire, lire une valeur entrée par l'utilisateur. Et en fait, c'est très simple, donc on aura une variable, valeur utilisateur par exemple, est égal à input. Et là, dans cette fonction input, on va simplement dire quel est le message qu'on va afficher à l'utilisateur pour lui demander la valeur qu'on souhaite qu'il entre. Donc là, par exemple, je vais marquer « Entrez votre nom ». Et puis, je vais faire un print votre nom et plus valeur utilisateur. On lance ça. Là, c'est pas très beau. Attendez, je vais juste mettre à input encore un double point et un espace. On relance le code. Entrez votre nom, simple text, votre nom et simple text. Donc là, comme vous le voyez, input nous retourne la chaîne de caractères que l'utilisateur a tapé. Si nous, on veut que l'utilisateur entre deux chiffres afin qu'on puisse les additionner, par exemple, on va demander à l'utilisateur entrer un premier nombre. On va partir du principe que ce sont des nombres entiers, donc int, et on va convertir donc cet input en integer. Et là, appelons cette variable valeur utilisateur 1. Puis, on veut faire ça une deuxième fois, donc je vais faire un copy-paste. Valeur utilisateur 2 est égal à int d'input entrer un premier nombre. On va transformer ça en entrer un deuxième nombre. Et maintenant, pour le résultat, on va simplement écrire. Donc là, n'oubliez pas, valeur utilisateur 1 et 2 sont des entiers. Donc si on veut les afficher, il faut qu'on les convertisse en string, donc valeur utilisateur 1, plus string valeur utilisateur 2 est égal à plus, et là on va créer une nouvelle variable dans laquelle on va faire la somme des deux valeurs, somme valeur est égal à valeur utilisateur 1 plus valeur utilisateur 2, on la rajoute à notre string qu'on va afficher à l'utilisateur, on sauvegarde, on lance tout ça, et là vous voyez, on me demande un premier nombre, je vais taper 10, un deuxième nombre 23, et bien entendu, j'ai oublié de taper la conversion string de la somme des valeurs, donc je vais le faire tout de suite, excusez-moi pour ça, on relance, nombre 1, 10, nombre 2, 23, et vous voyez qu'on affiche 10 plus 23 est égal à 33, ce qui est exactement ce qu'on voulait faire. Maintenant, là, on part du principe que l'utilisateur est bienveillant et qu'il comprend ce qu'on attend de lui, donc il entre bien des nombres entiers. S'il ne le fait pas, on aura une exception, donc là par exemple si je tape n'importe quoi, vous voyez qu'on a
int for int, et là il me dit que la chaîne de caractères n'est pas un nombre, ce qui est évidemment le cas. En revanche, on va s'arrêter ici, on va partir du principe que l'utilisateur est bienveillant et qu'il entre bien ce qu'on lui a demandé. On verra plus tard dans d'autres tutoriels comment gérer ce genre d'exception proprement. Et voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Là, vous pouvez vous amuser à demander des valeurs à l'utilisateur, à les convertir, à faire des additions, des multiplications ou d'autres calculs, et ensuite d'afficher le résultat à l'utilisateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est des vidéos assez longues, donc des vidéos qui prennent beaucoup d'efforts à faire. Donc si vous les avez aimées, s'il vous plaît, lâchez-moi un petit pouce bleu, lâchez-moi aussi un petit commentaire de motivation, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.